Monsieur Foulobas est directeur général de la Fondation Brazzaville, il est là. Et il s'intéresse beaucoup à la santé et un peu au climat aussi quand même. Et il va nous parler un peu de la situation en termes de... avec la nouvelle donne du cow-boy ultime décapsulé, les conséquences néfastes sur l'Afrique, voilà, sur le financement de la santé justement. À vous, cher Foulot. 10 minutes. Un grand merci, Alfred Mignot. Et je vais faire quelque chose d'inhabituel parce que je sais qu'on ne le fait pas assez. Je commencerai par demander à la salle de vous applaudir parce que vous êtes un véritable amoureux de l'Afrique devant l'Éternel. Et ce n'est pas de trop parce que dans le contexte que nous vivons, aujourd'hui, s'intéresser à des gens qui sont sans voix, V-O-I-X, mais V-O-I-E aussi. Et c'est très important pour nous autres de la société civile. Et merci pour avoir invité la Fondation Brazzaville en tant que comme organisation de la société civile philanthropique. Le financement de la santé, vous l'avez dit, Alfred, la Fondation Brazzaville, permettez-moi 2 minutes de parler de la Fondation parce que c'est très important. Elle s'appelle Brazzaville, alors qu'elle est de droit anglais, et le siège est en Angleterre et puis ensuite en Suisse. Nous avons des bureaux à Lomé, mais aussi bientôt à Brazzaville. Elle s'appelle Brazzaville parce que le monsieur qui a contribué à mettre cette fondation en place a donné beaucoup d'années de sa vie, a contribué à pacifier cette zone de l'Afrique de l'Est et de l'Ouest, pardon, de l'Est et du Sud, notamment en contribuant à mettre fin à l'apartheid. Et l'accord international qui a permis de libérer Mandela et donc de mettre fin à l'apartheid a été signé à Brazzaville en 1988 et 1 an et demi plus tard, voilà Mandela dehors. Et donc je tenais à le signaler. Et la Fondation Brazzaville maintenant, elle a 3 piliers. Et je vais parler du pilier qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire la santé et comment elle se finance. Mais la finance a été suffisamment abordée. Ce que je vais vous proposer, c'est de vous faire un tableau de l'état de l'art aujourd'hui. Qu'est-ce qui devrait être fait et qu'est-ce qui est la réalité du terrain et les conséquences qui font qu'une organisation de la société civile comme la Fondation Brazzaville aujourd'hui se retrousse les manches et puis essaye de faire un peu combler, entre guillemets, un certain nombre de choses. Un petit rappel, et Guylaine ne va pas me démentir. En 1963, mai 63, les 34 chefs d'État et de gouvernement de l'Afrique indépendante de l'époque se rencontrent à Addis Abeba, conférence fondatrice de l'OUA, qui est l'ancêtre de l'UA. Il y avait un certain nombre de priorités, parmi lesquelles on retient 3 principales. La première, c'est comment repousser les frontières de la faim, l'agriculture. La deuxième, c'est comment repousser les frontières du manque de savoir à l'époque, c'est l'éducation. Ensuite, la santé, comment est-ce qu'on allait pouvoir faire en sorte que les femmes en particulier qui meurent en couche, et je cite Guylaine parce que la région de Tambacounda au Sénégal était connue de l'époque, j'ai un chiffre qui me revient, 1940 morts pour 10 000 naissances. À l'époque en Europe, en Occident plutôt, c'était 10. Et grâce à un certain nombre de progrès, ces choses sont en train d'être jugulées petit à petit. Et ensuite, en 2015, l'UA, on parle de l'Afrique, prend un acte majeur que l'on appelle l'agenda 2063. Donc vous avez compris qu'on parle de 1963, 2063, 100 ans après, quel bilan on fait pour l'Afrique. Et parmi cet agenda, dans cet agenda, les priorités
qui ont été cités reviennent encore, les trois que je viens de vous dire. Et maintenant, pour progresser, je n'ai pas beaucoup de temps, mais sachez que l'Afrique a quand même essayé de faire un certain nombre de choses, tout au moins dans ses volontés collectives et collégiales. Et donc, à Addis Abeba, encore une fois, il se tient une conférence sur le financement de la santé en particulier. Et là, l'Union africaine prend un autre acte qui s'appelle Addis Abeba Action Agenda. Et cet Addis Abeba Action Agenda préconise un certain nombre de choses au gouvernement et aux États africains. Parmi ces choses, c'est normalement, pour les pays en développement, le financement de la santé en particulier doit être une prérogative de l'État en tout état de cause. Ça doit être financé majoritairement par j'ai fait une bêtise, par les gouvernements. Et ben voilà, par les gouvernements. Et, mais pour aller plus loin, les mêmes, 2001 cette fois-ci, les mêmes chefs d'État se retrouvent et décident une autre chose. Ça s'appelle la déclaration d'Abuja. Et la déclaration d'Abuja va un peu plus loin. Elle dit aux chefs d'État, aux États africains, dans un pays en développement, vous devriez consacrer 5% de votre PIB au financement de la santé. Mieux encore, dans les dépenses de l'État, vous devez consacrer 15% de vos dépenses au financement de la santé. Et pourquoi tout ça? Parce qu'ils ont essayé de modéliser quelque chose qui devrait être endogène aux États africains eux-mêmes, pour juguler un peu le fait d'être dépendant, et Alfred l'a cité, à des humeurs qui sont extérieures, exogènes à l'Afrique. Et le modèle, il disait la chose suivante. Pour arriver à la couverture universelle maladie, santé, il fallait que le financement public représente 60 à 80% dans les dépenses dédiées à la santé de nos populations. Et le financement international, parce qu'il joue un rôle très important, j'y reviendrai, le financement international, ce qu'on appelle les PTF, c'est-à-dire les partenaires techniques et financiers, il devrait, ça c'est les préconisations, il devrait représenter entre 10 et 20%. Et enfin, ce qu'on appelle communément out of pocket, c'est-à-dire ce qui sort de nos poches, nous, patients, population, devrait représenter maximum 20% des dépenses dédiées à la santé d'une nation. Et ça, ce sont les volontés qui ont été affichées par les chefs d'État, par l'Union africaine. Maintenant, la situation concrète du terrain, elle est quoi? Comment elle se représente aujourd'hui? Eh bien, vous ne serez probablement pas surpris, mais il n'y a qu'un seul État, malheureusement, qui a atteint les fameux 15% des dépenses publiques, et je veux citer ici l'Afrique du Sud. Ce n'est pas étonnant pour beaucoup de choses. Mais il y a quand même des volontés. Et malgré ces volontés, le constat, il est celui-ci, c'est qu'il n'y en a qu'un qui a réussi à le faire. Pire encore, la moitié, malgré les volontés affichées, la moitié des États africains ont plutôt connu une tendance baissière. Et cette tendance baissière, malgré l'augmentation des dépenses publiques elles-mêmes d'une manière générale. Et cette tendance baissière a une conséquence. Elle va avoir encore plus des conséquences, c'est ce qu'on va voir. Et c'est ce qu'Alfred a souligné tout à l'heure, à force de dépendre de l'extérieur. C'est quoi la conséquence? C'est qu'aujourd'hui, vous avez des programmes entiers et fondamentaux et structurants. Je veux citer ici les choses qui sont vraiment les plus percutantes dans l'amélioration collective de la santé de nos populations. C'est le VIH-Sida, on peut parler du paludisme qui tue encore beaucoup de personnes en Afrique.
Et j'en viens maintenant à ce qui me concerne, et probablement certains d'entre vous seront surpris, c'est ce qu'on appelle les produits médicaux de qualité inférieure et falsifiés, communément appelés les faux médicaments. Eh bien, sachez que les faux médicaments, très peu en parlent, 1 million de morts. Un médicament sur 2 entre dans la qualification de ces 3 catégories de l'OMS. C'est-à-dire un produit qui est médical, qui est de qualité inférieure ou qui est falsifié. 1 sur 2. 1 sur 2. Il y a même des États où vous avez des statistiques qui vous font état que ça va jusqu'à 72 à 73% les produits en circulation. Pire encore, des études ont prouvé une relation de causalité entre la consommation de ces soi-disant molécules et la recrudescence des insuffisances rénales. Conséquence immédiate, je ne vais pas vous les citer, mais il y a des pays où, quand on vous annonce que votre patient doit être dialysé, sachez qu'on l'envoie au mouroir. Bon. Que faut-il faire? Eh bien, jusqu'à présent, et j'en viens à ce que disait Alfred, sachez qu'aujourd'hui, à part l'Afrique du Sud, il y a des États, que je n'ai pas cités, où la participation de ces fameux PTF, c'est-à-dire des partenaires techniques et financiers, l'USAID en étant, représente jusqu'à 80% de quelques financements de programmes majeurs. J'ai reçu un mail, et c'est probablement pas un hasard, un mail hier d'un directeur général d'un programme national d'un pays de l'Afrique de l'Ouest sur le paludisme. Vous savez qu'on finance dans ces pays, pour lutter convenablement contre la malaria, on finance la distribution gratuite de ce qu'on appelle des moustiquaires imprégnés. Eh bien, ce pays en particulier, son programme destiné à protéger la population, en sachant que nous allons, je sais pas, comme vous le savez, nous allons vers ce qu'on appelle là-bas la saison des pluies. La saison des pluies, conséquence immédiate, c'est la prolifération des moustiques. Bon. Et voilà que ces gens, on leur annonce à quelques semaines, quelques mois de cette saison où ils en ont besoin, on leur annonce que le programme est supprimé. Et ce pays en question, c'est quelque chose comme 6 millions de dollars. Donc il y a un problème. Et ensuite, et je fais une petite transition, je vous ai annoncé que la part de l'État, dans certains cas baissant, les partenaires financiers, techniques et financiers se retirant, la conséquence, c'est quoi? C'est que la part des ménages dans le financement de la santé, par conséquent, elle est tenue d'augmenter dans la mesure du pouvoir d'achat. Si, dans le cas contraire, c'est la conséquence, malheureusement, sanitaire et santé. Foulot, il reste 2 minutes. Oui, je vais aller très vite. Et donc, c'est pour dire que les organisations de la société civile comme la nôtre avons engagé récemment un programme sur le don de matériels médicaux qui sont en destination des pays pour lesquels nous essayons d'aider à organiser la structuration contre la prolifération des faux médicaments. Et là, actuellement, nous sommes en train de conduire 280 tonnes de produits médicaux destinés à des blocs opératoires et d'autres à des maternités. Donc c'est important, la part des organisations de la société civile pour essayer d'aider ces États à mieux se structurer. Je termine par un point qui est très important. Malheureusement, on n'a pas assez de temps, mais je brosse quand même le sujet, puisque ça fait partie de nos préoccupations à la Fondation Brazzaville. C'est les questions d'enjeux climatiques, et Monsieur l'ambassadeur en a parlé. Sachez que vous avez entendu par-ci, par-là,
parlé des COP, des différentes COP successives, et au cours de ces différentes COP successives, le principe du pollueur-payeur retient que lorsqu'un État, en particulier en Afrique, mais pas qu'en Afrique, fait un effort dans la captation du carbone, eh bien, elle parvient à démontrer cela, ça devrait le rapporter. Il y a un coût carbone qui a été calculé par tonne. Et malheureusement, je vais taire les deux pays, mais il y a ensuite un deuxième pays qui a fait la démonstration par la préservation de ces forêts. Et en particulier, je ne sais pas si vous le savez, mais les mangroves sont les meilleurs réservoirs de carbone. Et malheureusement, quand on présente ces rapports-là, résultat, il n'y a plus de payeurs, on se renvoie la balle. Et je termine par là en vous disant, il est temps que nous agissions en tant qu'organisation de la société civile, parce que c'est notre mission, parce que c'est ce que nous croyons.